C'étaient les ténèbres, l'obscurité. Une obscurité qu'il fallait vaincre avec les moyens de bord. Pour travailler, produire, pour acquérir les connaissances, transmettre les valeurs aux jeunes générations, pour se distraire, tout simplement pour vivre. Puis, en un seul clic, la lumière fut. C'est l'histoire d'une belle et merveilleuse dame qui, du haut de ses 70 ans, au lieu de vieillir, non, se rajeunit, se renforce, se fortifie. Le regard résolument tourné vers l'avenir. C'est l'histoire d'une grande dame, victorieuse des ténèbres. C'est l'histoire de la Sonabelle. Nous sommes dans les années 1950. L'Europe pense encore les plaies de la Seconde Guerre mondiale. Ses villes sont à reconstruire, ses industries à redresser, son économie à réinventer. Elle se tourne alors vers ses colonies d'Afrique aux énormes potentialités. Mais l'Afrique a un gros handicap, le manque d'électricité qui plombe les activités. En France, une décision stratégique est prise. Une convention est signée entre le ministère de la France d'Outre-mer et Électricité de France, EDF. Objectif, étudier les conditions d'électrification des colonies d'Afrique de l'Ouest. Une mission est envoyée sur le terrain et sillonnera tous les territoires sous influence française jusqu'à Banfora, qu'elle atteint précisément le 14 juillet 1949. Fort du rapport de cette mission, les autorités françaises planifient l'introduction de l'électricité dans les colonies d'Afrique occidentale. Pour la ville de Ouagadougou, les besoins ont été estimés à environ 500 000 kWh immédiatement et 800 000 kWh 5 ans plus tard. Et pour Bobo-Dioulasso, 1 700 000 kWh et atteindrait au bout de 5 ans 2 500 000 kWh, principalement pour alimenter les ateliers du chemin de fer Abidjan-Niger, du camp militaire et de quelques petites unités industrielles naissantes. En outre, a été prévue, mais non encore étudiée, l'électrification de Wayougouya. La centrale de Bobo 1 est construite en 1952. Les groupes étaient là, voilà, c'est des petits groupes. Les petits groupes qui étaient là, les parties bétonnées là, les parties sans carreaux là, le groupe ça c'est là. Les vides, voilà, les espaces vides bétonnés. Le groupe était assis là-bas. Donc, un groupe, deux groupes, trois groupes, quatre groupes, cinq groupes qui étaient là. Cependant, la production et la distribution de l'électricité de manière structurée a débuté à Ouagadougou en février 1954 et s'est étendue à Bobo-Dioulasso en octobre 1954. En 69, que ce compteur-là qu'on l'a pris. C'est mon papa qui a installé d'abord le courant ici en 57. À l'époque, l'électricité circule timidement à travers un réseau rudimentaire conçu pour servir les administrations coloniales, les entreprises françaises et quelques zones résidentielles privilégiées. L'électricité n'est pas encore un droit, mais un instrument de pouvoir. Pas de réseau interconnecté, pas de vision nationale. L'électricité est rare, chère et réservée à une élite. Derrière cette lueur naissante, un acteur clé, Énergie AOF, société anonyme d'économie mixte au capital de 150 millions de francs CFA avec son siège à Dakar. M. Zampalegré a intégré Énergie AOF au milieu des années 50 et a implanté des poteaux électriques jusqu'au Mali. En 1956, on a commencé. J'ai été apprenti d'abord en ville et ensuite on m'a embauché comme électricien. Alors à l'indépendance, quand on était travaillé à Ouagadougou,
On mangeait dans la cour du président. On nous a donné un délai pour finir. Quand on a fini, Maurice nous a fait des cadeaux et nous sommes revenus à Bobo. Même à Sikasso, on partait faire des installations au compte de l'ENERGIAOF. On quittait ici pour aller travailler jusqu'à Bamako. Les stations à essence, on nous appelle, on va installer. Le même jour, quand on arrive le matin, on installe tout et le soir on reprend la route. En 1960, l'année où la Haute-Volta conquiert sa souveraineté, l'histoire prend un nouveau souffle. Énergie AOF devient Safelec, la Société africaine d'électricité. Après l'indépendance en 1960, les autorités burkinabées prennent conscience de l'enjeu. L'État cherche alors à structurer le secteur, à poser les bases d'un développement énergétique souverain. Et pourtant, les premiers voltaïques initiés au métier de l'électricité commencent à arriver en Haute-Volta dès l'aube des indépendances. Là-bas, je faisais un peu de tout. Je faisais l'adduction d'eau, je faisais l'électricité et tout. Donc, un jour, on était en train de relever les compteurs d'eau. C'est là qu'on a eu une prise de bec avec des peines. Il m'a giflé. Moi aussi, je l'ai giflé. Et c'est là qu'on m'a renvoyé. De là-bas, j'ai écrit à la Safelec comme quoi je suis licencié de la Côte d'Ivoire et je tiens à rejoindre mon pays. Mais pendant près d'une décennie, le pays tâtonne, expérimente, centralise timidement. Cette période de tâtonnement prépare cependant en silence la naissance d'une entreprise publique qui changera à jamais le visage de la Haute-Volta. Il s'agit de la Voltelec, devenue plus tard la Sonabel. J'étais gestionnaire de la partie énergie de l'armée. En tant que commandant du génie militaire, il y avait une société qui s'occupait de ça, qu'on appelait la Safelec, Société africaine d'eau et d'électricité. En 1967, le directeur de la SUR se nommait Yamero Edouard. Et Yamero Edouard, qui était un ingénieur agronome, nous a proposé une réunion et on a décidé de scinder l'eau et l'électricité. Voilà. Et la partie eau est devenue Société nationale de l'eau, SNE. Et c'était sous sa coupe. Et l'autre partie s'appelait la Société voltaïque d'électricité, Voltelec. C'était resté sous la coupe des Français qui géraient la maison. À la Voltelec ainsi créée, les conditions de travail du personnel local sont difficiles et pour des salaires dérisoires. Les groupes tournent. Tu as 4 groupes devant toi et là ça tout. Vous êtes 2. Il faut surveiller tout. Surveiller c'est quoi? Ah mais la vie du groupe. Tu pouvais rester comme ça, debout. Une personne dedans, au pupitre là, une autre personne tourne tout autour des groupes. Pour que s'il y a un changement de bruit, ou bien s'il y a un tuyau d'eau ou bien d'huile qui a pété, bon, lui il rentre et alerte, bon, on arrête le groupe. Mais le papier aussi, vous suivez, on vient, on te trouve, si tu somnoles là-bas, tu es tout. Et combien on gagnait? 4 000 francs le début, à 30 Et garde à toi si le chef de centrale vient te trouver avec un tabouret assis devant la machine. Ouais. Tu as une explication, un compte rendu. Tellement on faisait 8 heures d'affilée sans nous asseoir, rester debout et tourner. Et on prenait tout pour ne pas dormir. Ouais. Tu as Coca-Cola, le Nescafé là, il n'y avait pas de réchaud dans le temps. On payait les boîtes, les gobelets en alu là. On peut aussi les pots d'échappement là. Donc quand ça va chauffer bien là, tu prends ça, tu mets là-bas et tu surveilles. Et puis tout juste pour boire le noir, hein, comme on boit aujourd'hui en quelques minutes seulement. Tu as ton main, on posait ça sur ça, il n'y avait pas de réchaud. Quand on allait faire des dépannages en mobilette ou en vélo, ou des fois à pied et l'échelle sur l'épaule, et on va dépanner.
En 1973, survient un nouveau tournant. Pour la première fois, un voltaïque prend les rênes de la Voltelec, avec pour objectif de mieux structurer le secteur. Le ministre des Finances, général Garango, m'a fait convoquer. Je me suis présenté et il m'a dit, c'est bien vous, monsieur le gars. J'ai dit oui, monsieur le ministre. Il dit voilà, je vous ai appelé parce que je vous fais nommer directeur général de la Voltelec. Sur le champ, j'ai répondu, j'ai dit, monsieur le ministre, avec votre respect, je ne suis pas intéressé. Alors, ça en est un peu offusqué, il me demandait pourquoi. Je dis non, je dis parce que j'ai vu circuler un avis de recrutement pour de nouveaux postes, pour des postes à pourvoir au sein de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. J'ai fait acte de candidature et j'ai été retenu pour le poste de directeur du service statistique inter-État. Il me dit oui, je suis le ministre de tutelle financière de la CEAO. J'ai vu votre dossier, mais vous n'irez pas à la CEAO, vous irez à la Voltelec. Alors donc j'étais un peu gêné, donc il s'est levé, tendu le bras, vous pouvez disposer. Donc l'entretien a duré moins de 6 minutes. Le nouveau directeur général se retrouve cependant avec un personnel sans qualification. Il va falloir donc développer des stratégies pour recruter des agents qualifiés. En arrivant, j'ai constaté que c'est près de 400 agents que comptait la société à l'époque. Et il y avait un seul ingénieur électricien, un seul cadre comptable, 2 bacheliers, quelques agents titulaires du BPC, d'autres titulaires du certificat d'études, et une bonne partie, par exemple, illettrés. Alors, donc, l'idée qui m'est passée par la tête, c'est de voir comment prendre contact avec des candidats qui font des études en électricité en Europe ou ailleurs. En Europe, il n'y a pas beaucoup, il y avait 1 ou 2 seulement qui étaient sur le point de finir. J'ai même, pour encourager l'intéressé à venir, je lui ai même accordé une bourse Voltelec, c'est-à-dire c'est un boursier, mais pour l'encourager à revenir, je lui ai fait une bourse modique, 50 000 francs par mois, pour compléter sa bourse nationale. L'intéressé, dès qu'elle a fini ses études, il est rentré. Et je l'ai recruté à la Voltelec. Le recrutement d'étudiants en formation se poursuit après le départ du directeur général Edgar Ouédraogo. J'étais étudiant à Paris et en section électronique, électrotechnique, automatique, à Paris 11. À l'époque, le directeur général de la Sonabel, M. Konaté Bata Mathias, paix à son âme, était à la recherche d'étudiants qu'il voulait faire former pour venir travailler pour la Voltelec. Donc, il avait eu mes contacts au Burkina ici. Arrivé à Paris, il m'a contacté. J'étais intéressé et c'est comme ça que j'ai été recruté, placé dans une école d'ingénieurs. Et j'en suis sorti en fin juin de 1982. Et je suis rentré le 31 juillet 1982 et j'ai commencé à travailler le 1er août 1982 à la Voltelec. Progressivement, le personnel local s'étoffe. 1974, si je me permets, que j'ai fait le test de la Voltelec et notre promotion était la première promotion du réseau. Après le CAP, j'étais à Voltex. Nous avons fait, avec mon collègue Tissibri, nous avons fait 2-3 mois. Le salaire était 17 000. Alors vous savez, à l'époque 17 000, moi j'ai choisi de rester chez moi, en famille à Koudrou. Il y en a qui sont partis à la CITEC, d'autres, bon, comment on appelle ça, Olympique et autres. Mais dites-vous que quand on a entendu qu'à la Voltelec, le salaire de base était 18 000, ça suffisait largement pour qu'on fuit. La prise en main du secteur de l'électricité par l'État se poursuit avec la voltaïsation des postes et le départ progressif des coopérants français à partir de 1974. J'ai décidé de voltaïser tous les postes là, des étrangers.
Ils en avaient beaucoup. À la Voltelec, j'en avais. Au TP, j'en avais. Dans mon propre cabinet, j'avais un. C'était des espions. C'était des espions. Et si pire, ils sont là comme conseillers techniques et ils veulent tenir les rênes des services. Ça, j'ai dit, c'est pas possible. En fait, je suis rentré le 1er octobre 1975 et directement j'ai été affecté au service comptable et financier. Après le départ des assistants, comme c'était la période de voltarisation des cadres, j'ai été nommé donc chef des services comptables et financiers. Et les premiers résultats se font sentir sur le plan financier. Le chiffre d'affaires en 1974 était de presque 900 millions. Et en 1978, avec M. Edgar, c'est monté à 3,9 milliards. Mais le départ des expatriés accentue le manque de personnel qualifié. L'État crée alors en 1975 le Centre de formation professionnelle pour permettre à la Voltelec de former ses propres agents. Ce centre remplace le centre dénommé Profor que la Voltelec avait ouvert dès 1969, mais dont les étudiants, après un an de formation, se spécialisaient au Centre des métiers de l'électricité situé à Bingerville en Côte d'Ivoire. La première promotion des électriciens de réseau de la Voltelec était composée de 4, 6, 7 personnes. Bon, il y en a qui sont venus après, mais qui n'étaient pas là au départ. Cette personne-là, c'est M. Bambara François, qui est là actuellement, retraité. Il n'a pas mon âge, j'ai une année de plus que lui. Lui, c'est Sanou Jean Bosco, qui est parti à la retraite aussi. Lui, c'est Koïta Moumouni Florent, qui n'est plus, c'était le premier de notre promotion. À ce jour, le centre de formation de la Sonabel, qui dispose d'un dispositif pédagogique de pointe, est devenu un centre d'excellence de référence. Il a contribué à former des centaines de techniciens dans divers domaines liés à l'électricité. Dans ce centre, la formation est pratique, en phase avec la réalité du terrain. Et dès les premières années de la création de ce centre, les femmes ont commencé à forcer progressivement les portes de cette profession de spécialiste de l'électricité qui était jusqu'alors presque exclusivement réservée aux hommes. Et actuellement, les femmes se retrouvent dans tous les corps de métier de la Sonabel, ce qui n'était pas évident à l'époque. Sonabel avait lancé le test et on devrait aller déposer les dossiers au niveau de l'ANPE. Donc, arrivé au niveau de l'ANPE, j'étais dans le rang avec les candidats. Et ces candidats étaient de sexe masculin, c'était des garçons. Et j'étais la seule fille dans le rang. Et celle qui recevait les dossiers a dépêché quelqu'un pour me dire que je m'étais trompée de rang. Parce que ce n'était pas le rang des secrétaires, mais le rang des techniciens. Et donc, je l'ai fait comprendre que je suis au courant. Voilà, donc, à mon tour, elle a réceptionné mon dossier. À sa grande surprise, elle a fait appel à ses collègues pour leur dire que vraiment, elle avait cru que j'étais une secrétaire. Mais vu que j'étais la seule femme, mon chef m'a donné un câblage de comptage à faire. J'ai pris le plan et j'ai fini de câbler. Quand je câblais, je sais qu'il y a des gens qui rentraient, qui regardaient, qui sortaient. Je pense que c'est un défi qui m'était lancé. Et Dieu merci, j'ai pu relever le défi. Malgré ces évolutions majeures, la Voltelec continuait au milieu des années 70 à sous-traiter l'essentiel de son activité, dont les branchements. C'était organisé, on a des camions de levage, c'est-à-dire quand vous creusez le trou pour le mettre par exemple. Donc c'est un camion qui ramasse le poteau électrique là, qui met dans le trou, et puis maintenant le béton est autre. On n'avait pas ça. Alors donc, j'ai dit, bon, il manque ça, on va le commander. J'ai commandé, et puis on a commencé à faire nous-mêmes nos branchements, puisqu'on avait maintenant
un bordereau de prix unitaire. Et c'est comme ça que petit à petit, nous nous sommes passés des services des sociétés qui étaient sur place. En 1975, un incident obligera la Voltelec à prendre également en main l'éclairage public dans la ville de Ouagadougou. En 1974, il y a eu une guerre qui a opposé notre pays au Mali. Sékou Touré est venu ici en médiation entre notre pays et le Mali. Et le jour de son arrivée, quand on a annoncé son arrivée, à ce moment, l'éclairage public était confié à la mairie de Ouaga. Voilà que Sékou Touré vient en médiation. Il a prononcé un discours devant l'ancien palais de la présidence. Là. Quand il a commencé son discours, coupure de courant. Alors j'ai sorti les agents de la Voltelec pour qu'ils viennent en aide aux agents de la mairie, puisque nos agents sont plus compétents. Alors quand il y a eu la panne lors du discours de Sékou Touré, il fallait trouver un bouc émissaire. Les gens disent non, c'est la Voltelec. Alors même le gouvernement n'était pas sûr même que le truc était du ressort de la chose. N'était pas du ressort de la Voltelec. En conseil des ministres, quand le dossier est venu, la Voltelec a été prise à partie. Prise à partie, il y a des gens même qui ont insulté la Voltelec, patati. J'ai dû même écrire dans les journaux pour rectifier le tir et montrer que non, nous ne sommes pas les responsables de l'entretien de l'éclairage public, c'est la mairie. J'ai dit c'est par patriotisme, le mot est à la mode, patriotisme, que nous avons voulu aider par nos collègues de la mairie à restaurer le réseau pour que ce soit fonctionnel avant l'arrivée de Sékou Touré. Sinon, nous ne sommes pas responsables. Mais l'affaire étant allée en conseil des ministres, la question est arrivée et les gens ont tapé sur la table. Qu'on donne l'ordre à la Voltelec de remettre en état l'éclairage public, de prendre en charge l'éclairage public. Avec le développement urbain et l'industrialisation qui commence à se mettre en place, la demande en électricité s'accroît. Le Burkina commence à envisager d'autres sources de production, dont l'hydroélectricité. Les premières études déterminent les sites de Numbiel et du barrage de Kompienga. J'ai chargé un Français que j'avais fait venir comme conseiller technique, un de l'aéroport de Paris, là, comme conseiller technique, pour me chercher un site de barrage capable de nous donner de l'eau suffisante pour traiter les phosphates. C'est pas moi qui m'occupais de ça, c'était les gens de la géologie et des mines, mais on se donnait coup de main. Voilà. Et c'est en recherchant ce barrage-là qu'on a découvert le barrage de la Kompienga, le site de la Kompienga. La construction de ce barrage débutera finalement sous la Révolution en 1985 pour une mise en eau en 1988. Le barrage de Kompienga sera suivi par celui de Bagré, construit en 1992 sur le Nakambé. Ces deux barrages marquent l'entrée du Burkina dans l'ère de l'hydroélectricité. On a la hauteur de la digue qui fait 41 mètres. Donc c'est un barrage à double vocation. Donc la première vocation, c'est d'abord l'agriculture qui est prioritaire et l'électricité vient en second lieu. Nous avons deux groupes de 8 MW, donc les deux font 16 MW. Au début des années 80, le pays commence à connaître ses premières crises d'énergie, avec pour conséquence les délestages fréquents. Sous la révolution démocratique et populaire, l'énergie devient une priorité nationale. Le chef de l'État, le capitaine Thomas Sankara, s'implique personnellement dans les problèmes d'énergie. Et elles ne sont pas rares les anecdotes où il allait jusqu'à interpeller le directeur général de la Sonabel sur les problématiques particulières. Le camarade président suivait particulièrement l'évolution de la Sonabel parce qu'il était conscient qu'il ne pouvait pas avoir de développement économique sans maîtrise de l'énergie, sans maîtrise de l'énergie et de production d'énergie moins chère. Et lorsque nous avons eu des problèmes de puissance en 85 et même 86, il m'a reçu pour me dire que lui, il avait un certain nombre d'idées. À savoir que si on veut trouver une solution, est-ce qu'on ne va pas diviser la Sonabel en deux? Une société de production et une société de distribution. Et que d'ailleurs, lui, il lui vient à l'esprit de créer deux sociétés de distribution, c'est-à-dire la société de production produirait et vendrait à deux sociétés qui allaient être concurrentes et comme ça, on allait avoir une meilleure qualité du service. Donc, il a fallu des heures pour que
nous discutions, que je lui explique. Quand on discutait, il écrivait. Et puis à la fin, elle dit, bon, camarade directeur général, j'ai compris. Allez mettre en œuvre votre réforme. Et les documents sur lesquels il écrivait, il a tout déchiré. Et puis, il m'a dit au revoir. La révolution pose également les bases d'une réflexion stratégique sur le secteur de l'électricité pour faire face aux problèmes de production insuffisantes. Il y a des ressources. En vous mettant au travail. Sur la base de ces réflexions, la Sonabel s'engage dans l'extension de l'électrification. Plusieurs villes secondaires sont désormais couvertes par le réseau électrique. Il fallait lancer l'électrification de Fada, il fallait promouvoir l'électricité à Fada, donc il fallait être vraiment en fusion avec la population, leur faire comprendre l'importance du courant. Et c'était un travail de porte-à-porte, de proximité qui se faisait. Et évidemment, à l'époque, il y avait l'enthousiasme révolutionnaire. Et notre DG de l'époque, qui était Georges Namoineau, venait même nous appuyer sur le terrain avec sa calache en bandoulière à tirer les câbles. Au tournant des années 2000, avec une demande sans cesse croissante, la Sonabel fait de nouveau face à une pénurie d'électricité. Les délestages sont nombreux et le mécontentement monte. La Sonabel est alors menacée par un phénomène qui était à la mode à l'époque. Il s'agit de la privatisation. Une fois de plus, l'entreprise fait preuve de sa grande capacité à mobiliser tout son personnel pour éviter cette privatisation. Mais j'ai eu la chance d'avoir la confiance du personnel, d'avoir la confiance des autorités, d'avoir la confiance donc, des bailleurs du fonds, ce qui nous a amené à éviter la privatisation de la Sonabel. Lorsque nous avons pris les engagements avec les bailleurs du fonds, que nous avons réussi à améliorer un certain nombre de critères, on a été obligé de reconnaître que la Sonabel avait une bonne gouvernance. On l'a retiré de la liste des sociétés privatisées. Institution citoyenne, le personnel de la Sonabel a toujours su faire preuve de détermination et de sacrifice pour assurer la production de l'électricité partout au Burkina. Et dans les situations de délestage et de pénurie de l'énergie, les agents se surpassent pour faire face. On a connu une panne d'une ligne souterraine à Somgandé. Alors, ça a mobilisé tout le monde. C'est une panne dont le dépannage a duré peut-être 48 heures, ou voire même 72 heures. Et pendant tout ce temps-là, on était mobilisés. Personne n'est rentré chez lui. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone mobile. Donc, il y a des familles qui n'avaient même pas de nouvelles de leurs membres. Donc, certains se sont rendus à notre service de dépannage pour s'enquérir de ce qui se passe, parce que mon mari n'est pas rentré depuis 2 jours. On est inquiet. À la Sonabel, quand il y a une petite panne ou une grosse panne, et tant que la panne là n'est pas réparée, les agents sont mobilisés nuit et jour. Et quand vous avez une production qui est limite par rapport à la demande, dès qu'il y a un arrêt, il y a un déficit. Donc voici un peu ça. Donc vous pouvez passer 2 jours à ne pas dormir, mais si vous sortez en ville, surtout si vous avez un véhicule Sonabel, les clients vous insultent. Oh, regardez, c'est vaurien. Au début des années 2000, la Sonabel initie des projets d'envergure pour faire face de nouveau à la pénurie d'électricité. On a conçu des lignes Ouaga, Bobo, Ouaga, Boussé, Boussé, Wayugia, Ouaga, Wayugia, Koupela, Fada, Koupela, Tenkodo, etc., etc. Ça avait pour but donc, de permettre donc, de prendre en charge toutes les localités situées le long de cette ligne-là. Parce que comme vous le savez, là où il y a l'électricité, il y a le développement. La Sonabel a souvent accompli de véritables prouesses pour répondre à l'attente de la population et de la clientèle. La centrale de Komsilga, on devait installer une première machine. Et il n'y a pas eu beaucoup de préparation préalable. Donc on était poussé par le besoin
d'électricité qu'il y avait. Donc, nous avons entamé ce projet avec le groupe 1 qui m'a tombé en difficulté. Donc, chaque fois, on faisait des réunions. Les réunions des chantiers se déroulaient pratiquement à la direction générale. Et tout le temps, on tempêtait, à tel point quand on sortait, les secrétaires nous demandaient « Mais qu'est-ce qui se passe dans la salle de réunion? Vous êtes en train de vous frapper ou bien ?» Au regard de la croissance sans cesse de la demande, la Sonabel se lance dans une nouvelle aventure. Il s'agit de l'interconnexion qui permet de diversifier les sources d'énergie. La première interconnexion survient en 2001 avec la Côte d'Ivoire et ensuite avec le Ghana en 2018. La réalisation de l'interconnexion entre Bobo-Dioulasso et Ouaga a permis d'insérer le Burkina dans un réseau, disons, régional. Je sais les difficultés qu'on a connues parfois. Vous avez des problèmes de production, vous êtes obligé de délester, vous ne pouvez compter que sur vous-même. Et j'ai compris que cet équipement-là, quand il a été réalisé, quand vous avez des difficultés, vous savez que ce n'est pas seulement ce que vous avez, vous pouvez faire appel à l'extérieur qui peut souvent vous soutenir. Et cet équipement, quand ça a été fait, ça nous a permis d'améliorer la qualité de service. Et les partenaires du Burkina apprécient particulièrement cette collaboration à travers l'interconnexion. Le partenariat avec Gridco, l'entreprise publique ghanéenne qui gère le système de transmission électrique, est particulièrement bon. I think Sonabel has been one of our most reliable partners. Reliable in the sense that, you know, this is a huge transaction and it involves agreements. So Sonabel has been one of our partners who make sure that they abide by their terms of agreement, even as we abide by ours. And so our business partnership has really flourished, and that is one thing. I'm not saying this because there's an interview with concerning Sonabel, but I'm saying it in comparison with other market players and other customers that we have. And I confidently say that it has been an excellent relationship, and we hope that it will continue that way. For us in Gridco and Ghana, we are interconnected with all our neighbors. And I can say without any reservation that Sonabel has been the best customer with which we are interconnected. I must say that we have very intelligent and knowledgeable people on your side whom we have done a lot of good technical work together. When we started with the interconnection, we were supplying just about 100 megawatts due to limitations in the Ghana network from the southern side where most of our demand and our load is, to the north where we are interconnected with you. Through reinforcements to our transmission lines, we've been able to increase, and I know we've gone close to 180 megawatts. Les deux parties envisagent même l'extension de l'interconnexion. Sonabel will need some power, and if that need comes, we should be able to meet that demand. So we always factor Burkina Faso in our plans because we see a future growth. The truth of the matter is that there are generation companies, it's not only Gridco, there are generation companies who are interested in having business with Burkina. And we have the coast, so we have the opportunity to generate at lesser cost. We have to facilitate that because if we don't build the transmission lines, though there might be interested group, the power will not flow. So we see an opportunity for growth. I've already mentioned even Mali. There are plans to build an interconnection between Ghana, probably Bobo, and then to Sikasso in Mali. Il faut dire que l'idée de l'interconnexion avec les pays voisins remonte loin dans le temps.
Déjà en 1967, le président Sangoulé Lamizana avait effectué une visite au barrage d'Akosombo au Ghana et le président Césaire-Beau s'était rendu auprès du président ivoirien Houphouët-Boigny. Un réseau sous-régional intégré, avec en sus l'électrification de centaines de villages tout au long des lignes d'interconnexion. Avec tous ces projets, la Sonabel se construit un réseau national interconnecté. Un réseau électrique fonctionne de façon cohérente avec l'ensemble des infrastructures. Alors, s'il y a un quelconque problème, que ce soit au niveau de la production, au niveau du transport ou au niveau de la distribution, systématiquement, le client n'a plus d'électricité. Donc, il faut s'assurer que toute la chaîne fonctionne de façon cohérente et de façon harmonisée. Alors, les réseaux de transport qui incluent les lignes d'interconnexion permettent de convoyer l'énergie des sources de production vers les sources de consommation. Donc, on élève la tension à un niveau qui permet de transporter l'énergie sans avoir de grandes pertes sur le réseau. Donc, le développement de ces grands réseaux permet de prendre l'énergie depuis la centrale de Bagré et de venir la consommer à Ouagadougou. C'est pour ça qu'on parle de réseau de transport. Ces réseaux de transport permettent de prendre l'énergie depuis Tema au Ghana pour venir consommer à Bobo-Dioulasso ou bien depuis Abidjan en Côte d'Ivoire pour venir consommer à Ouagadougou. La Sonabel construit en outre des installations techniques et des centres de dispatching avec pour objectif de couvrir l'ensemble du pays. C'est un poste HTB haute tension, voilà, 132 kV ou 132 000 volts que nous recevons depuis Zano. On a un poste à Zano, poste HTB également, qui est alimenté par les centrales hydroélectriques de Bagré et Kompienga, et aussi alimenté par le réseau interconnecté en provenance du poste de Padoua. Donc Zano reçoit ces tensions et une partie est reversée à Koupélé ici au poste 132. À partir de ce poste 132 kV maintenant, nous transformons cette tension en 33 kV pour alimenter les différentes localités, à savoir Fada, Koupéla Ville, Moktedo, Bogandé, Poutenga, Sapaga, etc. La région de l'Est, nous assurons la distribution de l'électricité dans les parties telles que Bogandé, Diapaga, Gayeri, bien entendu Fadane Gourma, Kompienga, Pama, et des localités qui sont rattachées à ces villes-là. Donc actuellement, vraiment, c'est des défis sécuritaires qui minent ces zones-là, mais nos équipes travaillent d'arrache-pied, en tout cas pour assurer la continuité de l'électricité. Dans sa volonté d'apporter l'électricité partout, la Sonabel est l'acteur majeur du Prix et l'heure, le projet de renforcement des infrastructures électriques et d'électrification rurale, lancé en 2013 et qui a permis d'électrifier 160 villages pour un montant de 26 milliards de francs CFA, dont 30% assurés par le Fonds de développement de l'électrification FDE, devenu par la suite l'ABER, l'Agence burkinabé d'électrification rurale. Puis la Sonabel contribue à la mise en œuvre du programme national plateforme multifonctionnelle pour la lutte contre la pauvreté. En 2020, c'est le projet de développement des connexions à l'électricité PDCL qui est lancé. La Sonabel fait le tour du pays pour faciliter les abonnements des populations. Depuis quelques années, le Burkina fait également le pari de l'énergie solaire avec l'inauguration en 2017 de la centrale solaire de Zaktouli, la plus grande en Afrique de l'Ouest à l'époque.
Aujourd'hui, le Burkina compte plusieurs centrales solaires, dont la majorité construites par des privés, à l'image de celle de Kodeni. La centrale solaire de Kodeni, c'est une centrale solaire qui est sur une superficie de 80 hectares. Donc, la centrale a été inaugurée en décembre 2023 par le Premier ministre de l'époque. Et ici, nous avons un système qu'on appelle le système à tracking. Donc, c'est-à-dire que nous, notre centrale, au lieu d'avoir des tables qui sont fixes, nous avons des tables qui bougent et qui suivent le soleil du matin jusqu'au soir. Donc, en termes de composition technique, nous avons à peu près 70 000 panneaux solaires, voilà, qui récupèrent les rayonnements du soleil, qu'ils envoient sur des petits modules qu'on appelle des onduleurs. Donc, vous voyez un onduleur qui est juste présenté là. Donc, actuellement, nous avons des onduleurs de 200 kg, donc pour une quantité totale de 150 onduleurs. Donc, ce qui fait qu'en puissance électrique, nous sommes à 30 MW. Cette option de s'appuyer sur le privé remonte d'ailleurs à 1998, avec la libéralisation de la production de l'électricité. À ce jour, plusieurs centrales solaires et thermiques sont gérées par le privé, apportant une production significative d'énergie électrique à la Sonabel. Le contrat qui nous lie à la Sonabel, c'est un contrat de production. Nous, en tant que privé, donc externe, on produit 50 MW pour revendre à la Sonabel. Les contrôles techniques, on le fait ensemble pour valider est-ce que le combustible est bon ou pas. Avec des opérations de plus en plus complexes, la Sonabel a également opéré sa révolution technologique par l'introduction de la digitalisation. C'était manuel. Manuel, tous les documents se faisaient d'une manière manuelle. Les agents qui remontaient après aux différents responsables qui étaient obligés de valider tous ces documents avant que ce soit saisi au niveau central. Voilà. La grande difficulté, en fait, c'était à ce niveau-là. Qu'on travaille d'une manière manuelle sur les fiches et les différents documents et ensuite que tout soit centralisé par la suite. Cette option a été dictée par les opportunités que la digitalisation offrait dans le domaine des activités de la Sonabel. Il convient de souligner qu'à l'époque, la Sonabel prenait de l'ampleur, se développait rapidement. Par conséquent, il y avait beaucoup de défis à relever avec une clientèle qui est devenue de plus en plus exigeante. Et en plus de ça, il fallait travailler à équilibrer les charges pour permettre au système de bien fonctionner. La digitalisation s'est avérée une solution très adaptée et très bénéfique pour la Sonabel et la clientèle. Et je pense vers ça en 2012-2013 où nous avons commencé à externaliser les paiements des factures. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé d'aller seulement dans les guichets de Sonabel qui étaient insuffisants, mais on pouvait aller à l'extérieur et payer les factures de Sonabel. Et cet extérieur-là, le premier contrat que nous avons fait, je me rappelle, c'était avec Ecobank. Donc vous pouviez aller à Ecobank, payer les factures de Sonabel. Ça désengorgeait un peu nos guichets. Et nous avons continué cette idée-là en commençant les tractations avec des négociations avec RTL à l'époque et Orange aujourd'hui pour pouvoir payer le courant à travers les téléphones portables. Aujourd'hui, plus de 70 ans après l'introduction de l'électricité au Burkina, la Sonabel est une institution forte, performante et bien structurée. Actuellement, la Sonabel dispose d'une capacité d'un peu plus de 600 MW et en termes de capacité installée
et notamment, pour être plus précis, 626 MW. Nous avons aussi des lignes d'interconnexion qui nous permettent d'importer l'électricité du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Mais nous avons aussi des lignes d'interconnexion transfrontalières qui permettent d'alimenter des zones telles que Pau, Léo, Bitou, à partir des pays voisins. Pour ce qui concerne le réseau électrique, nous avons principalement le réseau de transport et le réseau de distribution et qui permet de couvrir l'ensemble du territoire burkinabé. Et le principal réseau de transport que nous avons, c'est les lignes de 125 kV qui permettent de transporter l'énergie sur de longues distances. Nous avons également, en termes de clientèle, actuellement un peu plus de 1,350,000 abonnés. Mais force est de reconnaître que malgré les efforts déployés et l'engagement du personnel, le taux d'électrification demeure bas au Burkina. Alors, la Sonabel planifie le lancement d'importants projets pour accélérer l'électrification du Burkina. Nous envisageons de développer des unités de production thermique dans chaque région du Burkina. Au total, nous allons construire 12 centrales thermiques et des centrales qui vont permettre d'alimenter des zones et des villes qui sont actuellement alimentées par des lignes d'interconnexion. La construction de ces centrales va permettre de renforcer la sécurité énergétique de ces zones, de sorte à pouvoir assurer une meilleure qualité de service et également assurer la continuité de service. Donc nous envisageons à l'horizon 2028 développer 515 MW thermiques. Et en plus de ces centrales thermiques que nous allons construire, nous allons densifier le réseau de transport, mailler le réseau de transport de sorte à pouvoir interconnecter l'ensemble des localités du Burkina, de sorte que les localités puissent se porter mutuellement secours en cas de difficulté, que ce soit côté production, que ce soit côté transport, que nous puissions toujours avoir une alternative pour alimenter nos localités en électricité. Vous pouvez le constater, nous avons un certain nombre de quartiers qui n'ont pas encore accès au réseau électrique. Donc nous sommes en train d'initier un projet pour pouvoir permettre au réseau de distribution de toucher l'ensemble des zones loties du Burkina. Pour la mise en œuvre de ces projets, la Sonabel prévoit la mobilisation d'importants moyens financiers. Nous avons chiffré l'ensemble des projets que nous comptons réaliser à 2236 milliards de francs CFA. Et ces projets vont permettre non seulement de renforcer la production d'énergie, de densifier le réseau de transport et de distribution, mais également d'assurer un accès beaucoup plus fluide aux clients, au réseau de la Sonabel. Donc pour ce qui concerne le financement, nous comptons beaucoup sur l'État burkinabé qui a toujours soutenu la Sonabel depuis toutes ces années pour lui permettre d'avoir une bonne santé financière. Et grâce à cette santé financière, nous allons pouvoir lever des ressources, lever des fonds au niveau du marché financier et international. Ces projets, portés par la Sonabel, sont la mise en œuvre de la vision de l'État, qui est d'assurer la sécurité énergétique du Burkina et d'apporter à terme l'électricité partout au Burkina. La quête de la souveraineté dans le secteur énergétique est aujourd'hui en train d'être mise en œuvre, non seulement par la Sonabel, mais également par l'ensemble des structures du ministère. Nous avons reçu du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, de faire en sorte que nous puissions davantage disposer des capacités de production pour accompagner l'ensemble des autres secteurs, mais également faire en sorte que nous puissions avoir une stabilité dans la fourniture de ce facteur très important de production. Nous devons davantage nous rassurer également que nous devons avoir l'énergie nécessaire pour non seulement la population, parce que l'électricité accompagne le niveau de vie, accompagne l'amélioration du cadre de vie, accompagne l'amélioration du bien-être social, mais également l'électricité participe à la compétitivité des entreprises. C'est faire également en sorte que nous puissions avoir cette autonomie stratégique qui est aujourd'hui d'avoir des installations dans chaque région.
Donc ça rime avec la souveraineté énergétique, mais également avec une autonomie stratégique qui devrait permettre à l'ensemble des régions, en temps réel, de pouvoir disposer des infrastructures à même de pouvoir fonctionner, sans remettre en cause le réseau national interconnecté. Depuis 1954, où la société a vu le jour, des hommes et des femmes se sont battus pour que nous puissions parvenir aux résultats que nous avons actuellement. Et nous allons jouer pleinement notre partition. Nous ferons de notre mieux pour hisser le drapeau du Burkina très haut dans le domaine énergétique, en attendant que d'autres personnes viennent prendre le relais et faire mieux que nous. C'était la formidable histoire de la Sonabel, notre sublime dame de 70 ans. Une institution bâtie et consolidée par des femmes et des hommes de devoir. Les anciens ont montré la voie. Il appartient à la jeune génération d'avoir le regard toujours tourné vers l'horizon si proche, de faire le pari de garder la lumière toujours allumée, apporter toute l'énergie nécessaire jusqu'au plus petit des hameaux pour accompagner le développement socio-économique du Burkina Faso. Mes respects, dame Sonabel.